Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, notre magazine se déplace aujourd'hui. Nous sommes donc à l'extérieur, nous nous baladons et nous sommes précisément au cœur d'une entreprise installée au parc d'activités à Dotemar, aux Abîmes. Une entreprise qui accueille en ses murs depuis le 12 mars dernier une expo photo, une exposition, une expo signée Nicolas Nabajot. Il est avec nous et on parlera évidemment de son travail, un travail qui va nous permettre de voyager, un voyage dans le cœur féminin de Guadeloupe. C'est précisément ce qui nous intéresse ce soir. Et on va également interroger le regard que nous portons tous sur nos femmes, sur les femmes. Les représentations des corps, des postures seront ce soir notre sujet de discussion. Et pour parler des femmes, qui mieux qu'elles-mêmes pour le faire, elles sont avec nous, elles sont femmes, artistes, elles sont modèles, elles sont femmes, elles sont guadeloupéennes, elles sont implantées dans ce pays à côté et aux côtés des hommes. On parlera avec elles, je vous les présenterai. Et puis nous évoquerons avec ces femmes ce ressenti, ce rapport à l'objectif, qu'il soit vidéo, qu'il soit photo, une vision qui est partagée parfois par une société qui nous impose des standards. On verra comment on peut éclater tous ces standards. On parlera tous ensemble. Alors joignez-vous à nous. La discussion commence maintenant sans aucune restriction. On commence avec vous, Nicolas Nabajot. Bonjour. Il faut prendre le micro. Bonjour Christelle. Comment ça va? Super, top, belle lumière. Merci de cette invitation. On est dans un super lieu, je le disais, un bâtiment qui a été pensé presque pour l'art, qui est artistique en lui-même. On est donc à Dotemar, Action SA. On va les citer parce que ils ont gracieusement mis à disposition les murs de cette entreprise pour ces photos. Alors, Anima, c'est le titre ou le nom ou le thème de cette exposition. Vous nous direz, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est tout ça, c'est un titre, c'est un nom, c'est une thématique. Anima, ça part déjà de moi, c'est-à-dire des représentations en fait, que je peux avoir des femmes dans mon imaginaire. Alors, le psychanalyste qui est derrière ce concept, Jung, dit même aussi que c'est la part féminine de l'homme, l'anima, et à contrario, chez la femme, l'animus, donc la part masculine de la femme. Donc, ça m'a parlé assez rapidement lorsque j'ai commencé ce travail-là, justement de me dire quelle forme de représentation j'ai déjà prendre conscience un petit peu de ça et ce que j'ai envie de partager avec les gens. Alors c'est de ça qu'on va parler, de la construction de cette représentation. Est-ce qu'on reste dans tout ce qu'on nous a toujours, apporté comme information, ou est-ce qu'on peut remettre un peu en question, déconstruire, reposer les questions voilà. Alors, évidemment, pour ça, il y a les photos qui interrogent par elles-mêmes. Et puis, vous vous êtes entouré quand même de beaucoup de femmes pour cette exposition. Des femmes artistes, je le disais. On va vous présenter Judith Chakpa. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes designer textile. Je le montre, c'est ce que vous faites. Donc là encore, vous travaillez les corps, vous imaginez comment on peut les parer, les habiller. Absolument, oui, bonjour. Et oui, c'est une part de mon activité en tout cas. Donc le textile et designer des bijoux pour les femmes, mettre en avant ou en tout cas révéler certaines parts qui sont selon moi cachées et en tout cas les aider à approprier, à intégrer complètement leur identité, leur culture et incarner. On va parler de cette identité parce que c'est la question qui nous taraude aujourd'hui. Mais qui est donc cette femme guadeloupéenne, antillaise, caribéenne de 2020 Vous nous direz ça tout à l'heure. Je me tourne vers vous, Lucibel. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes vidéaste, vous êtes artiste et vous avez encore un autre regard sur ces corps, sur les femmes que vous voyez tous les jours, que vous filmez. Pourquoi avoir voulu travailler avec Nicolas pour cette exposition? Oui, effectivement, Nicolas, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. On a travaillé sur la question du corps qui a un handicap sur un projet précédent. Et il est venu me voir par rapport à cette exposition sur la question de la femme créole, de la relation à son territoire. Et c'est vrai que j'ai été très intéressée par ce sujet. Et en fait, moi, je travaille la vidéo en dialogue avec la danse et en particulier sur cet événement avec la pole dance.
Donc l'idée, c'était à la fois de parler de la femme, de la relation à son corps, et moi j'ai une vision, je vois le corps de la femme comme un paysage, et notamment d'utiliser les images du paysage guadeloupéen pour dialoguer avec le corps de la femme, mais aussi la pole dance. C'est un moyen aussi d'exprimer une personnalité. C'est-à-dire que la pole dance, c'est pas forcément que les striptease, mais il y a d'autres moyens de faire de la pole, et j'avais envie de montrer ça. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui dans le débat qui nous rassemble, c'est que on est en 2020, tout le monde marche avec une caméra, un appareil photo dans la poche. Et de plus en plus, on impose aux femmes d'être comme ci, comme ça, d'être bien, d'être pas bien, d'être maquillées, make-upées. Vous, de l'autre côté de l'objectif, j'ai envie de dire, de l'angle, est-ce que vous voyez ces transformations imposées se rejaillir sur les femmes? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit toujours être apprêté parce qu'on ne sait jamais qu'il y a un appareil photo, on doit se mouvoir différemment? Est-ce que ces différences-là, vous les voyez, Lucie, dans votre travail? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous dicte comment être si on est trop déshabillé, trop habillé, dans le cadre des femmes voilées notamment. Et dans le cadre de la pole dance, on est trop déshabillé en général, parce que pour faire de la pole, il faut avoir un contact avec la barre, et on est obligé d'être... Et donc, du coup, c'est vrai que le regard est toujours comme si une femme déshabillée est une femme lubrique, ou... il y a ce regard-là. On attend de quelque chose, peut-être. On attend du sexy. Voilà, et le sexy n'est pas forcément lubrique aussi, mais ça, c'est une autre histoire. C'est vrai que dans ce show-là, j'ai voulu aborder la pole de façon gymnastique. C'est-à-dire que l'artiste qui a fait le show, c'est Clémentine Marsol. Et donc, en fait, la direction qu'on a eue, c'est qu'elle a, par exemple, réutilisé des techniques de machinois, qui est un agrès de cirque, et donc qui n'est pas forcément identifié comme féminin ou masculin. Et on est vraiment dans la performance donc physique. Là, on le voit, on déconstruit. On va essayer de ne pas rester dans les clichés. On va apporter une autre vision des choses. Merci beaucoup, Lucie. On va parler avec vous, Christian Gébert. Vous n'êtes pas une femme, évidemment, mais on est également très content de vous accueillir. Pourquoi? Parce que vous êtes un photographe, auteur guadeloupéen qu'on connaît par des expos collectives, individuelles, par des installations, etc. Et moi, ce qui m'a intéressé aussi dans cette histoire de questionner le corps de la femme, c'est que là se rejoignent avec Nicolas deux époques. Ne le prenez pas mal, hein. Je ne dis pas que voilà, vous êtes un jeune homme. Mais évidemment, il y a deux méthodes de travail, deux époques et deux visions forcément, deux représentations à des années d'intervalle du corps de la femme, de la femme en général. Est-ce que sur les photos que vous voyez d'aujourd'hui de Nicolas, je crois d'ailleurs que ce sont des photos que vous auriez pu faire, hein, on n'est pas... voilà. Est-ce que vous reconnaissez la femme d'aujourd'hui, la femme de 2021? Est-ce qu'elle est là? Oui, bien sûr, je la reconnais. De toute façon, la femme, fondamentalement, elle n'a pas... Sa morphologie n'a pas changé, heureusement, hein, puisque finalement, on aurait peut-être affaire à des spécimens un peu particuliers, mais je souhaite qu'elle reste toujours aussi belle et aussi gracieuse, aussi voluptueuse qu'elles le sont depuis toujours. Maintenant, c'est vrai que leur représentation a changé. Ça veut dire que finalement, aujourd'hui, il est possible de montrer la femme autrement qu'on pouvait la montrer il y a quelque temps. Donc c'est surtout ça qui a changé. Et je pense qu'elle-même, la femme, considère qu'aujourd'hui, elle peut se montrer autrement. Et je pense que ça aussi, c'est ce qu'il y a de nouveau. Donc notre société, entre parenthèses, guadeloupéenne, je dirais pas caribéenne, parce que en fonction des lieux, en fonction des espaces caribéens, le rapport justement au corps est un petit peu différent. Je pense que par exemple, si on va en Jamaïque, il y a très longtemps que les femmes se montrent beaucoup plus facilement. Il n'y a qu'à voir dans les spectacles, par exemple, de reggae. Il y a même beaucoup plus, il y a très longtemps, même il y a à peu près presque une vingtaine d'années, il y avait déjà les Pussy Girls. Les Pussy Girls, c'était des filles carrément presque avec une espèce de
résine sur elle avec des trous partout. Il y a plus de trous que de tissu. Donc finalement, cette capacité de se montrer sur scène en plus et existe depuis très longtemps, alors qu'ici, en Guadeloupe, on est dans quelque chose, dans une pudeur qui est beaucoup plus marquée. Je pense que là aussi, ça vient de la relation qu'on a avec la religion, avec notre environnement religieux qui est très présent en fin de compte, et aussi un rapport social, la présence des parents, de la tutelle, en fin de compte, qui dit oh, ou bien soit-il qu'on s'accident, pour mettre un genre, ainsi de suite. Donc finalement, il y a cette espèce de tutelle qui est présente et qui a fait que quelque part les femmes sont sous la pression du regard parental, sous la pression du regard du mari, sous la pression du regard du voisin et en fin de compte de la société, ce qui fait que finalement elle a pris un certain temps à pouvoir se libérer de toutes ces pressions et s'exprimer différemment, je veux dire, ne serait-ce que sur le plan vestimentaire. On reviendra vers vous, Christian Gébert. Merci de cette analyse. Si vous nous rejoignez, sachez qu'on parle de cette exposition signée Nicolas Nabajoth. Ça s'appelle Anima et c'est visible à Dotemar. On va le dire rapidement, c'est l'immeuble de l'ARS, l'Agence régionale de santé, c'est l'entreprise juste à côté. Donc, passez, jeter un coup d'œil, ça vaut le détour. On poursuit notre discussion avec Daïna. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, moi, j'ai envie de vous appeler la femme 5.0 parce que, évidemment, vous êtes l'une des plus jeunes, oui. Et en même temps, vous êtes artiste et multidisciplinaire. D'ailleurs, on va parler de ce décor qui nous accueille aujourd'hui. C'est une œuvre, on ne devrait pas s'asseoir dessus, hein. Je ne sais pas. C'est fait pour. C'était le concept de l'œuvre. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que c'est. En fait, sur cette exposition, il y a cette installation ainsi que 3 toiles d'un format assez important qui ont beaucoup marqué ma vision de ma peinture. Plus particulièrement cette installation qui a été à la base une œuvre de Nicolas qui s'appelle Construit Saoye, donc qui était sur la base d'un puzzle sur lequel il faudrait reconstruire son identité. Moi, mon sujet de prédilection depuis que j'ai commencé ma pratique artistique, c'est la sexualité sacrée féminine. Donc, c'est comment, en tant que femme que je suis, j'ai repris le contact avec ma sexualité et comment j'ai redéfini moi-même ma sexualité. Donc, en essayant de aller à l'intérieur de moi-même et ne pas laisser la société définir ce à quoi devait ressembler ma sexualité. Donc ces œuvres, c'est un peu une invitation à reconstruire son rapport à soi-même en tant que femme et en tant qu'homme avec une part féminine. C'est déjà très poussé comme pratique artistique. Non, je me permets parce que vous avez l'air très jeune. Je ne sais pas quel âge vous avez, je ne vous demanderai pas votre âge. Mais je trouve que voilà, c'est déjà, ça pose le débat, Nicolas. Et je trouve intéressant que vous ayez emmené avec vous toutes ces femmes parce qu'elles ont un propos précisément sur les représentations, les standards imposés, la femme d'aujourd'hui. J'aimerais qu'on revienne ensemble sur les propos de Christian Gébert qui disait que en fonction des sociétés caribéennes, finalement, on était plus ou moins enclines comme ça à montrer nos corps. Comment ça s'est passé pour vous? Parce que vous êtes un homme qui arrive avec un appareil photo et qui dit aux jeunes femmes « Ah ben tu sais, j'aimerais te prendre en photo ». Dit comme ça peut comme ça passer pour un jeune homme qui a envie de se faire plaisir en ayant des petites photos chez lui de jeunes femmes. Alors, voilà, je vous embête. Ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait. Non mais vu comme ça, bon. Mais évidemment, on vous connaît. Donc j'imagine qu'il a fallu les convaincre. C'est vrai, d'ailleurs, je me permets de dire mais tu mets vraiment le doigt sur
Tu mets vraiment le doigt sur finalement, comment te dire, déjà la création, enfin, la rencontre qui va permettre la création de l'image. Et effectivement, sur ce type d'image, moi, je ne sais pas faire autrement que d'arriver et de dire d'emblée que c'est ce qu'on va faire en fait. Et souvent, ce que je disais même au vernissage, souvent il y a beaucoup de non, il y a beaucoup de refus. Parce qu'effectivement, le photographe masculin, parfois, est vu de la part des femmes comme une espèce de, j'ai pas envie de dire de fabricant d'images, mais de prédateur d'images, ou de prédateur d'une part d'elle, quoi. Et effectivement, au moment de la rencontre, au moment de l'approche avec le modèle pressenti, c'est déjà d'arriver à déconstruire ça, c'est déjà arriver à lui faire comprendre que, bon, écoute, effectivement, si tu as eu ça comme expérience, moi, j'essaye d'être différent. En fait, je ne vais pas dire ça d'emblée, hein, mais tout l'échange va consister à faire comprendre au modèle, confiance qui est inévitable, qui est nécessaire. D'autant plus que bon, moi, je leur demande un peu de me suivre dans mes méandres à la découverte du pays, puisque je redécouvre aussi un certain nombre de spots, d'endroits du pays. Donc, les filles, elles connaissent pas toujours, elles savent pas où je vais les emmener, tu vois. Donc, ça prend finalement des fois une. D'ailleurs, je remercie encore beaucoup, hein, parce que ça. Il faut qu'elles aient confiance. Alors, soit j'y arrive bien, ça je sais pas trop, ou soit j'ai envie de dire, comme disait, je sais plus avec qui je parlais, avec Tolio. Il disait que la Guadeloupe c'est vraiment un pays merveilleux parce que la réaction des gens est si tu veux, quel exemple il avait pris, genre si tu veux, tu veux tester n'importe quoi en Guadeloupe, le bon peuple pour tester les choses, c'est nous. Si ça marche ici, ça marche ailleurs. Franchement, et en fait, tu te rends compte que tu demandes aux filles et bon, moi j'essaie de faire ça respectueusement. C'est comme ça qu'on m'a éduqué, tu vois. Donc j'essaie de faire ça bien, respectueusement, donner envie, un peu comme ça commence peut-être presque comme une, tu vois, pas une drague, mais ça pourrait commencer comme ça, comme une forme de séduction, tu vois, presque tu courtises un peu, tu vois. Et c'est à la façon dont tu vois l'approche, elle va plaire ou pas, que on va faire l'expérience. Voilà, c'est un peu ça. Sur l'expérience, on va se tourner vers Judith et on va lui demander, parce vous êtes artiste, mais vous avez aussi été modèle. C'est vrai, j'ai prêté mon image. Et du coup, voilà, parce que certaines photos sont dénudées, d'autres suggestives. Bon, est-ce que c'est simple, quand on est une femme, de se dire je vais me laisser aller avec un photographe qu'on connaît ou pas, hein. Est-ce que c'est simple, ça? Non, ma première réponse est non. Qu'on le connaisse ou qu'on le connaisse pas, en l'occurrence, voilà, lui, j'ai eu l'occasion de l'avoir vu dans différentes collaborations bien avant, mais n'empêche, ça n'a pas été évident, au-delà même de mes pratiques ou des croyances ou de l'indépendance ou autonomie que je pourrais attribuer à mon corps. Non, ça a été quand même un exercice, mais un exercice que j'ai beaucoup apprécié parce que je l'ai trouvé libérateur en finalité. Mais ouais, ça a été step by step, je pourrais dire. Parce que même lui, il a été très précautionneux, ça c'est vrai ce qu'il dit. Je sais pas s'il a fait un énorme travail de mise en confiance, mais en tout cas, il a été très attentif, très à l'écoute, partagé avec moi, me dire davantage sa vision, moi aussi lui partager mon ressenti, et notamment dans le cadre du type de photo qu'il souhaiterait faire. Donc c'était aussi là, il fallait trouver une entente. Donc oui, une fois que ça a été accepté ou que j'ai eu accepté, on est parti à l'aventure et ça a été plus ou moins une découverte, autant pour lui que pour moi. Et il m'a laissé avoir mon temps, prendre mon temps. Et les choses se sont faites au fur et à mesure. Et j'ai vécu, en tout cas, tout le moment le processus de libération. C'est-à-dire m'être à l'aise, me sentir en phase avec la caméra, accepter mon corps et cette projection que, du coup, je vais avoir. Et ouais, et accepter. Et puis après, ça a été aussi à l'issue, voir du coup les images qui ont été captées. Mais ça n'a pas été simple tout de suite. On imagine, Nicolas. Et même sur le choix de l'image qu'on voit, c'est-à-dire que les filles aussi ont leur intervention. Hein. C'est-à-dire que moi, je fais une première sélection d'images. Je retourne les voir, en tout cas lorsque je les retrouve, hein, parce que certaines des modèles, je ne sais pas où elles sont. En tout cas, lorsque j'ai la possibilité de les retrouver, la première chose qu'on va faire, c'est voilà mes choix. Toi, tu te verrais comment? Enfin, tu te verrais comment présenter dans cette expo? Et parfois,
tu vois, mes choix peuvent ne pas être les choix des modèles. Et c'est super alors, intéressant. Qui tranche à la fin. Mais je crois que C'est c'est. le photographe. Je pense qu'au final, ouais, puisque j'ai l'impression que si elle se sent bien, tu vois, dans la façon d'être montrée, eh ben écoute, enfin, tu vois, ça emmène une bonne énergie dans l'expo. Si je mets une image, moi, qui me tient super à cœur, mais que la fille, tu sens que pour tout j'ai qu'à grigner, tu vois, ça va fausser. Bon, tu vois, je vais éviter ça. Et du coup, on essaye même là. Alors, des fois, je tranche aussi, hein, parce qu'il y a des photos où c'est évident que je veux ça, tu vois, ou que j'ai envie de montrer ça de vous. Et parfois, leur avis m'aide beaucoup. Voilà. Nathalie Hainaut est avec nous également, critique d'art, commissaire d'exposition. Merci Nathalie d'être avec nous. On voit ces photos, évidemment, comme ça, du premier coup d'œil, on se dit ce sont des corps. Mais là, on voit bien plus que des corps. Là, le pari est gagné pour Nicolas. Je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait faire, mais en tout cas, moi, j'aimerais avoir votre analyse, Nathalie. Au-delà des corps, il y a autre chose qui passe dans ces photos. Tout à fait, il y a vraiment autre chose. Bonjour à tous et merci aussi de ce focus prolongé sur la femme après le 8 mars, parce qu'on en parle en général qu'on est encore en mars. Tout à fait. Mais c'est d'autant plus important que pendant très longtemps, la photographie de femmes dans les postures et dans les tenues dans lesquelles on les voit aujourd'hui était soit considérée comme de la photo de charme, soit comme de la photo de mode, même s'il y a eu des grands noms. Et ce qui magnifie le travail ici aussi, c'est le choix délibéré du noir et blanc. On passe dans tout à fait autre chose, on rentre dans le champ de l'art contemporain parce qu'on ne traite pas que du corps et de la condition d'un individu, on traite aussi de la question du territoire. Et aujourd'hui, l'un ne va pas sans l'autre puisque la photographie circule plus vite qu'on ne respire. La représentation du territoire et de l'occupant du territoire devient nécessaire parce qu'elle peut être aussi dangereuse que qualifiante. Précisément, et ça me renvoie. Merci Nathalie, on revient vous voir dans quelques minutes. À vous, Daïna. Parce que vous disiez que votre travail, c'était ça, de déconstruire et de chercher en vous, voilà, votre propre identité sexuelle. Mais au-delà de cela, moi, j'aimerais avoir votre avis de jeune femme sur le fait que on est comme ça, nous les femmes, beaucoup standardisées. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure avec Nicolas du fait qu'il n'y ait pas de femmes un peu en forme sur les photos. Mais on en parle tout à l'heure. Mais du coup, quand on est au clair avec son corps, est-ce que voilà, on accepte ces petits complexes et tout ça? Est-ce que c'est simple de se donner à voir comme ça? Parce qu'on se dit, bon, elles sont magnifiques, donc en même temps, il n'y a pas de problème. Mais pas tant que ça, finalement. J'ai l'impression que même quand on est magnifique selon les standards, on reste toujours dans une incertitude. Est-ce que ça, vous le percevez, vous l'expliquez dans votre travail? Ah, mais tout le temps, en fait. Je me rappelle de mes premières toiles. Parce que là, aujourd'hui, mes sujets, elles sont vraiment vaporeuses, elles sont immatérielles, c'est des déesses. Mais à la base, j'étais partie en premier lieu sur le corps physique, sur l'incarnation physique. Et sur toutes mes œuvres, les femmes avaient des stretch marks, des vergetures et des poils. Des choses que j'ai. Qu'on a toutes. Qu'on a toutes. Voilà. Ouais. Il faut savoir que moi, l'atelier dans lequel je travaille, il y a des hommes. Il y a 3-4 hommes de plus de 50 ans. Donc, dont mon père et mes oncles. Qui passent derrière moi et qui me disent « Mais pourquoi il y a des poils ?» J'ai levé mes bras. Ils ont tous hurlé. Juste parce que je portais des poils. J'aurais dit « Vous semblez oublier que le corps d'une femme a une vie au-delà de l'image. On a une vie intérieure, on est un écosystème. Et en fait, l'image, elle est hyper importante parce que c'est la sacralisation du corps. Ok, mais la sacralisation du corps à travers le prisme de certains. Et de quel corps aussi? Et de quel corps? Et de quel corps, ouais.
Merci beaucoup. Christian Gébert, je reviens vers vous, parce que vos analyses sont toujours très... Moi, ça m'intéresse. Alors, on a parlé de cette sacralisation des corps, de cette mise en confiance qu'il faut pour pouvoir y accéder, entre guillemets, les photographier, les montrer. Et nous, on est des femmes guadeloupéennes. On va parler des femmes qu'on voit tous les jours dans la rue. Parce que là, on voit bien qu'elles ne sont pas toutes modèles photo. Il y a un peu madame tout le monde, là. Hein? Oui et non. Je dis que quand même, il y a quand même une typologie très précise de femmes dans toutes les images qui sont là, mis à part éventuellement une ou deux qui s'écarterait un petit peu de cette typologie-là. Mais bon, dans ce cas précis, c'est un choix du photographe, je suppose, et que ce choix-là évoluera ou changera. Mais bon, c'est vrai qu'on est dans une typologie quand même relativement précise. Hein. La plupart des femmes qui sont représentées ici sont quand même des jeunes femmes qui ont une morphologie, ma foi, assez typée et avantageuse, on va dire. Hein, voilà, ok. Alors voilà. Donc ça, c'est principalement ce que je vois. Maintenant, c'est vrai que les corps aujourd'hui qu'on voit, en particulier dans notre société, ne sont pas très proches de cela aujourd'hui, parce que il y a premièrement un premier phénomène qui est la malbouffe, et qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de femmes, beaucoup de gens ont grossi. Les femmes lianes qu'on avait dans notre société aujourd'hui, qui étaient notre richesse et notre fierté, sont en train de s'effacer pour des femmes un petit peu plus rondes. Hein. Et donc voilà. Donc il y a une évolution de la morphologie qui n'est pas aujourd'hui présente dans les images qui sont autour de nous. Oui, mais alors précisément parce que notre morphologie évolue, vous le disiez, quand on se promène à la rue Frébeau, on voit plus des femmes taille 46, 48, 50 que des femmes taille 34. Bon, c'est une réalité. Mais en même temps, ces mêmes femmes restent complètement étriquées dans des standards qui ne viennent pas de chez nous, mais on nous dit, pour être une belle femme, il faut faire un 34. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore, nous les femmes et globalement les femmes et les hommes, parce que évidemment il y a... Je me permettrais de penser que il y a déjà quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là. Je veux dire que quand on regarde les femmes aujourd'hui dans la rue, elles laissent leur corps s'exprimer, même si elles débordent un petit peu, même si elles sont un peu fat, comme on dit, hein, il n'y a pas de problème. Elles même portent des vêtements qui pousseraient à penser que, ma foi, on peut garder soufflé, hein, il n'y a pas de problème, quoi, parce que finalement, le corps s'exprime dans des vêtements qui ne sont pas forcément à son avantage, je dirais, très serrés, très courts et compagnie. Donc ça veut dire que la femme a déjà certainement dépassé une certaine façon de se montrer, une certaine liberté dans sa façon, dans la monstration de son corps, dans l'expression de son corps, je veux dire sur le plan vestimentaire. C'est peut-être encore dans le subconscient, aussi bien, plus particulièrement des hommes, qu'il y aurait une typologie qui correspondrait forcément à leurs aspirations, pour ne pas rentrer dans des considérations plus profondes, et qui dirait, bon voilà, finalement, dans ma tête, une femme devrait être comme ça, si bien que finalement, on a la femme du jour et la femme de la nuit. Ça veut dire que finalement, il y a la femme avec laquelle on se montre dans le cocktail, dans le truc, et puis il y a la femme qui est au lit. Hein. Donc, il faut être très sérieux. Je pense que quelque part, aujourd'hui, cette représentation qui est là aujourd'hui est une représentation typologique très précise qui ne correspond pas forcément à la typologie réelle de notre société guadeloupéenne. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, qui ne correspondrait même pas à ce qu'il y aurait dans l'imaginaire des hommes. Ça veut dire que quelque part,
le Guadeloupéen en particulier aurait tendance, selon ce que je sais, puisque je suis un homme également, aurait tendance à apprécier quand même la volupté. La volupté, on dira n'est-ce ça. pas? Donc voilà, en gros, c'est... Parce que là, on est dans quelque chose qui est proche des représentations presque, je vais fabriquer un mot, mannequiniennes, pratiquement, où ce sont des femmes voilà, qui quand même ont des mensurations presque idéales, on va dire. Voilà. Alors, on est en plein cœur du sujet, là. La représentation Anima, c'est à Dotemar, aux Abîmes, au parc d'activités. Et c'est Nicolas Nabajotte. Et là, Nicolas Nabajotte, puis elle a tombé en jadère. Non, puis elle a tombé en jadère. Il tombe en jadère. Donc, on est obligé de se poser cette question de la représentation. Christian disait, dans l'imaginaire masculin, c'est peut-être pas ça qu'on retrouve dans l'imaginaire de nos hommes. Et en même temps, peut-être qu'on ne l'assume pas encore. Et dans le même temps, les femmes, elles ont déjà assumé le truc. On a de la chair, on a des formes, on s'habille, on est... Donc, deux questions en une. La première, c'est pourquoi les femmes voluptueuses, on va dire, ne font pas partie de cette expo. Et la deuxième, est-ce que ces femmes-là, celles qu'on voit là, ne sont pas votre représentation de la femme, ne seraient pas toutes votre femme idéale? Alors, je vais commencer par la deuxième. Je pense que chaque fabricant d'images a un imaginaire. Et donc, je suis assez ravi de savoir qu'on n'a pas les mêmes imaginaires. Donc, voilà. Et puis, je pense qu'un autre photographe, c'est pareil, quoi, tu vois. Et maintenant, pour revenir à la question de ce qu'on voit, c'est-à-dire des silhouettes qui paraissent toutes belles, toutes uniformes, qui ne correspondraient pas du coup à la représentation des femmes ici. Alors, il faut savoir que la plupart des filles qui sont là, même si à nos yeux, elles sont belles, on les trouve belles. Alors, ça serait bien de leur poser la question aussi. Et vous savez, souvent, comment on se juge soi-même, la plupart d'entre elles trouveraient quelque chose à refaire chez elles. Hein. Faut quand même le savoir. La plupart d'entre elles sont insatisfaites d'un aspect de leur corps, etc., etc. Même quand le truc est parfait, t'as vu, il y a toujours quelque chose enfin bon, voilà, ça c'est une première chose. Et puis la question des femmes généreuses, bah écoutez, ou rondes, et je sais pas que j'ai pas voulu, hein, et ça fait partie des sujets que je souhaite photographier. Mais comme je disais tout à l'heure, déjà il y a la mise en confiance, il y a la rencontre avec le modèle, etc. Et il se trouve que pour le moment, j'en ai pas encore beaucoup rencontré, en tout cas de généreuses, qui voudraient se prêter à ce jeu-là, qui accepteraient le jeu de ce type de photos. Alors, il se trouve quand même, et c'est ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai tendance à dire que cette expo-là, c'est vraiment le démarrage du travail. Pendant le vernissage, il y avait une jeune femme modèle, généreuse, qui a vu les photos. On a même shooté d'ailleurs depuis. Donc, qui a vu les photos. Et du coup, elle me permet de remplir ce manque, quoi, ce manque, en tout cas en termes de silhouette plus généreuse, même si c'est pas encore la teinte de la représentation de ce que j'aimerais, mais en tout cas, on commence à rentrer, en tout cas, dans les objectifs que je me suis fixés. C'est pas assez bon? Ok. Dans les objectifs que je me suis fixés, c'est-à-dire de pouvoir à un moment donné représenter au maximum, sans que ce soit un but non plus, hein, mais représenter au maximum, j'ai envie de dire, les différents types de femmes chez nous. Alors, ce qui m'a plus intéressé, plutôt que de montrer des corps différents, c'est de montrer différentes facettes aussi de la femme. C'est-à-dire une femme, les femmes, ce que j'appelle moi les femmes, on peut avoir du charme, on peut être à la fois guerrière, charme et guerrière. Enfin, tu vois, on peut être des descendantes de reines. C'est ces aspects-là. J'ai la difficulté aussi que le corps de la femme a, par exemple, avec la religion. En fait, c'est vraiment tous les aspects de la femme, plutôt que de rester sur, comment vous dire, établir une palette de différences de corps. De corps ou de morphologie. Enfin, je veux dire, c'était. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les images apparaissent, encore une fois, au gré des acceptations qu'on a, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que si j'ai plus de filles qui sont à l'aise avec leur silhouette et qui disent oui, je veux dire, c'est presque, tu vois, c'est presque normal. Il se trouve que les femmes généreuses, il y en a
enfin, moi j'en connais pas beaucoup et j'en recherche justement, j'en connais pas beaucoup qui se sentent à l'aise. Voilà. Oui, parce qu'il y a l'assumer dans la rue et il y a le donner à voir sur une photo qu'on... Et juste pour terminer ça, alors là je voudrais, du coup ça va me permettre c'est l'aspect libération, l'aspect thérapeutique aussi que ce travail-là peut avoir. Et moi en tout cas avec le sujet que j'ai shooté il n'y a pas très longtemps qui est très généreux, donc c'est quelqu'un qui annonce dès le départ qu'elle a une difficulté avec le poids, elle me parle pas de complexe, hein, mais elle me parle au niveau santé, ce que ça génère, tu vois, le nombre de kilos qu'elle a dû perdre, qu'elle a dû faire une opération, plein de trucs, tu vois, et en fait, tu te rends compte que c'est une vraie préoccupation chez elle, l'image qu'elle renvoie d'elle-même dans la société, et du coup, c'était très intéressant, tu vois, moi, il y a un truc, oui. Là aussi, et d'acceptation voilà. Ça le fait passe d'être devant l'objectif permet à la femme que tu shootes aussi de s'accepter, oui, parce qu'il y a un regard sur elle est la vedette, qui ne juge pas, juge pas, qui est là pour la mettre en valeur. Donc déjà, elle est contente. Et moi, ce que j'ai remarqué, chose que je fais pas souvent en plein shooting, c'est montrer les photos. Mais il y a certains sujets où tu sens que c'est bien dès le départ de lui dire voilà ce que ça donne, vite fait pour qu'elle comprenne que bon, on peut continuer, tu vois, vas-y, donne ce que tu as à donner de toi parce que c'est beau, c'est déjà beau, tu vois, continuons, voilà. Mais de manière générale, je préfère qu'on découvre les images après le shoot parce que ça peut donner des indications pendant le travail. Et bon, voilà, il y en a qui gèrent ça très bien et puis d'autres où ça peut leur donner un petit coup de main de voir tout de suite ce qu'elle renvoie. Judith, vous vouliez... Oui, je voulais faire un complément parce que j'apprécie qu'ils abordent la question des corps et même des corps corpulents ou qu'on pourrait dire confortables. Alors, je suis originaire de la République centrafricaine et en fait, si vous voulez, alors j'ai vécu dans différents espaces, notamment européens, et l'arrivée en Guadeloupe a été pour moi un véritable choc. J'ai jamais été habituée à avoir autant de corps gras. Et pour moi, et dans l'éducation que j'ai reçue, par exemple, c'est un signe de déséquilibre, et notamment alimentaire. Donc, il y a un dysfonctionnement qui fait que, à mon sens, c'est pas quelque chose à encourager. Donc, oui, j'étais aussi choquée de voir des femmes qui portaient des tenues qui paraissaient plus petites qu'elles. Et ça, j'estime que c'est un choix. On a tous un pouvoir d'achat plus ou moins. Donc, on a un pouvoir de décision sur le type de tenue à porter. Comme je vous disais, j'ai été aussi modèle, du coup, pour cette exposition. Ça n'a pas été évident pour moi, malgré ma silhouette, avec bien gré ma silhouette, de me sentir à l'aise face à cet objectif et pouvoir montrer mon corps. Alors que, voilà. Et du coup, en fait, c'est une question que je me pose tout le temps. Et en fait, mon éducation, elle était réellement alimentée par ça. Il est important qu'à l'intérieur, on soit aussi bien qu'à l'extérieur. Donc, par exemple, je devais faire attention à mon alimentation. Je n'ai pas de restrictions particulières. Mais lorsqu'on est trop en excès, il faut faire attention. Les rotules ne fonctionnent plus. Le cœur ne bat plus normalement. Donc, différentes limitations qu'on a et qui fait qu'en fait... ouais, moi, les corps gras... En tout cas, lorsque c'est pas génétique, parce qu'il y a des corps qui sont corpulents, parce que c'est la génétique qui est ainsi, on n'y peut rien. Mais pour les autres... En tout cas, c'est parce que je revenais au propos de Christian, qui a été pour moi un peu, un peu fort, je me dis, en termes de représentation. Et je parle avec très peu d'hommes aussi, qui ont un imaginaire avec des femmes comme vous avez évoqué. Vous voyez, alors, je vais quand même essayer de préciser mon idée. On a un phénomène sociétal aujourd'hui qui est que, comme vient de le souligner Judith, voilà, de gens de femmes qui ont tendance dans la population en tout cas, il y a une tendance à être au surpoids. Hein, je parle de ça, le surpoids. Maintenant, dans notre société, fondamentalement, je pense être clair, précis là-dessus, on aime bien une certaine rondeur, mais pas le surpoids. Le surpoids, c'est pas du tout ce dont je parle. Je parle d'une femme calipige, n'est-ce pas? Je parle de forme rebondie, mais qui reste dans une certaine proportion et dans une certaine esthétique. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'était vraiment le surpoids. Et donc, je veux dire que quelque part, je ne peux absolument pas encourager cela. Et je ne pense pas que ça fasse partie de l'imaginaire de qui que ce soit vraiment valablement. Il faut être clair.
de calipige. D'ailleurs, il y a une des images ici qui est juste en face de moi, où effectivement, on voit cette spécificité du corps noir avec cette courbure à l'arrière qui est caractéristique. Donc ça, c'est ce dont je parle. Je ne parle absolument pas de gens qui sont en surpoids. Et ça, je n'encouragerai absolument pas le surpoids. D'autant que ça a des conséquences. Prends le micro. Oui. Qu'un corps en surpoids puisse être esthétique, puisse être photographié de manière esthétique. Bien sûr, parce qu'évidemment, le propos qu'on tient dans cette émission, et c'est que nous, on accepte tous les corps. On n'est pas là pour juger, ça c'est oui, ça... Non, on est précisément contre les standards. Et comme Judith le disait, l'important, c'est de faire corps avec ce corps, de l'entendre, de le comprendre. Mais on comprend aussi le positionnement de Christian qui parle ce sont des représentations qui ne datent pas d'aujourd'hui. On aime les femmes avec des courbes, des seins, enfin... moi, j'ai tellement de proverbes en tête où on te dit on aime bien savoir où on met les mains. Enfin bon, voilà, on pourrait. Ça fait partie de notre. Voilà, ça fait partie de notre imaginaire. C'est ça. Nathalie Hainaut, oui. Vous vouliez réagir ou sinon j'ai une petite question pour vous. Voilà. Alors je vais réagir et je veux bien la question aussi. Tout ce qui vient d'être dit précise quelque chose qui est vraiment important. C'est qu'aujourd'hui, la photographie contemporaine, donc qui est rentrée dans le champ de l'art contemporain, quel que soit le sujet, elle renseigne aussi beaucoup sur les sciences sociales et les sciences humaines. Et à ce caractère-là, il est devenu fondamental. Et souvent, on voit aujourd'hui que dans des catalogues d'exposition de photographie sur ce type de sujet, il va y avoir un critique d'art, mais il va aussi y avoir un sociologue ou quelqu'un qui réfléchit aussi sur la... C'était ma question, parce que là, on fait de la sociologie, là. C'est ce que je voulais aborder avec vous. On regarde des photos, évidemment, mais on se renseigne aussi sur le monde qui nous entoure. Et je trouve que l'art contemporain, aujourd'hui, on le voit avec le travail de Daina, l'art contemporain, il existe aussi pour ça. Pour nous parler de nous, du monde qui nous entoure. Et c'est plutôt réussi avec les photos de Nicolas Nabajot. C'était ma question. C'était dans ce sens-là que j'avais abordé ce sujet et j'avais peut-être lu la question dans votre tête. Ah non, mais on est connecté. Ce qui est très important dans tout ça, c'est que finalement, les femmes qui sont représentées ici, déjà, elles sont décasées, elles sont en extérieur. Elles ont parfois des attributs qui sont plutôt ce qu'on va voir dans la main d'un homme, comme le sabre. Donc, il y a plusieurs degrés de lecture d'une photographie. La première, c'est on regarde. Et on essaye d'être le plus libre. On regarde après le détail. On s'interroge aussi sur ce que ça questionne chez nous. Et petit à petit, l'interprétation, elle se nourrit de ce qu'on a comme culture, de ce qu'on a comme représentation de la femme, qui n'est pas la même pour tout le monde, d'autres expositions qu'on a vues où il y avait aussi des femmes, et c'était complètement différent. Donc en fait, tout le monde grandit, et la cause de la femme et la situation de la femme en posture de modèle, parce que la femme comme modèle, c'est pas la même chose qu'un homme modèle, eh bien on arrive quasiment à faire de la philosophie contemporaine en regardant une image. Alors, venez philosopher avec nous parce que vraiment, c'est délicieux. On retient des mots comme libération. Hein. Ça, venez voir ces femmes libres qui s'exposent. On retient également la représentation qui peut être cassée, explosée, déconstruite. Et puis la recherche de soi, parce qu'avec vous, on a vu ça aussi. Aller chercher à l'intérieur de nous ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de montrer, et voilà, d'être tout simplement. Et puis la philosophie, ça nous renseigne sur tout ce qui nous entoure. Messieurs, dames, je crois qu'on arrive au bout de notre émission. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé à ce magazine. On donne rendez-vous au public, Nicolas. Il y a encore du temps. Oui, complètement. Jusqu'au 17 avril.
Tout à fait. Donc, on redonne l'adresse précise. Donc, Dotema Action SA, donc c'est le bâtiment qui héberge aussi l'ARS. Alors, c'était pas innocent d'ailleurs de se retrouver. Oui, parce qu'il faut qu'on dise deux mots, effectivement. Et puis de ce bâtiment qui est formidable, parce que non, il faut qu'on dise deux mots quand même. Oui. J'avais oublié, qui donne accès entre extérieur, intérieur, extérieur. Je trouve que c'est un bâtiment vraiment conçu pour l'expression artistique. On va faire un petit coucou à Marc Jallet. Son concepteur. C'est son concept. Et donc, pour vous, c'est encore un autre univers à découvrir. Poser ses toiles dans une entreprise, c'est encore une autre matrice, j'ai envie de dire. Mais complètement. Alors, pour reprendre ce qu'on disait juste avant, que l'art aussi a un côté social, je pense qu'il y a dans la démarche d'être ici, il y a tout ça. Il y a, à travers les photos, effectivement, on questionne. Hein. Il faut savoir que j'ai réalisé moi-même qu'il y avait entre la première photo qui date de 2011 et la dernière qui a déjà 10 ans. On a 10 ans d'observation de qui on est, etc. Donc c'est aussi presque une forme de trace documentaire que d'autres personnes pourraient s'emparer pour justement continuer à nous analyser, à nous étudier, etc. Après, il faut savoir aussi que la période en ce moment est assez contraignante pour les artistes. Et du coup, il fallait trouver des petites astuces pour quand même continuer à apporter un peu d'apaisement, parce que c'est un peu notre rôle, quoi, finalement, dans ce rapport social. C'est lorsqu'il y a un peu de pression, lorsqu'il y a de la crise, l'artiste, finalement, ramène un petit peu de sérénité, un peu de légèreté. Je vais même prendre l'exemple d'un médecin. Aujourd'hui, Louis Fouché, peut-être que vous en avez entendu parler, ce médecin marseillais qui est en train de monter là juste après Raoult et qui parle aujourd'hui d'art militant. C'est-à-dire que pour lui, ça fait déjà, c'est des concepts qui existent depuis un certain temps. Hein. C'est-à-dire que l'art ne se suffit plus à être juste beau. L'art doit servir aussi à un moment donné. Et ce mec-là, il pense que au final, les artistes sont plus à même de soigner la société que lui avec ses médicaments. Et je l'entendais dire ça et franchement, je me suis dit complètement. Et donc, c'était important en pleine période de Covid, en pleine période où finalement on est tendu, on est stressé par ce phénomène qui, ma foi, est à surveiller ou pas. Chacun de gérer. Mais en tout cas, moi, ça me paraissait intéressant de continuer à proposer, même à travers cette période-là, et donc trouver l'astuce qui allait quand même permettre d'être présent. Donc voilà, il se trouve que Dotema Action SA est aussi dans cette démarche-là. Donc ça tombait très bien de pouvoir présenter ce travail-là malgré les contextes. Et justement, pas loin de l'ARS, qui finalement, et sans vouloir, moi je suis pour mettre de l'huile et faire en sorte que les choses circulent, que les énergies circulent. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont découvert la présence de l'ARS en venant à l'expo. Donc on est assez ravis de ce genre de relations et de voir comment effectivement, même à ceux de l'ARS, de venir peut-être juste passer la porte et s'oxygéner un petit peu à travers cette exposition du contexte et du marasme. Et puis on a aussi envie de lancer un appel aux entreprises qui aimeraient recevoir des artistes, parce qu'évidemment les artistes cherchent des lieux, les lieux sont fermés, les œuvres existent, on continue à réfléchir, donc évidemment on continue à créer. Donc, ouvrez les portes de vos entreprises aux artistes. Christian, vous avez exposé partout. Hein. Moi, je vous ai vu partout. Mais, c'est vrai, parce que j'ai vu vos œuvres dans des endroits. Non, mais c'est vrai. Donc, du coup, l'entreprise aussi peut être un espace. C'est vrai que l'entreprise est un cadre inhabituel, mais depuis très longtemps, les entreprises, de par le monde, acceptent et sont intéressées même pour avoir de l'art chez eux. Puisque quelque part, quand on a une entreprise qui est envahie, qui est habitée par un artiste pendant un certain temps, au sein de l'entreprise, ça crée une dynamique particulière. Et en plus, ça permet à d'autres personnes de découvrir l'entreprise en question. Donc les entreprises ont tout intérêt à accepter et à inviter l'art chez eux. C'est juste vraiment pour aller dans le sens de Christian et pour prendre exemple sur le lieu qu'on est, le lieu qui nous accueille. Je parlais tout à l'heure avec donc Géraldine, qui est une
de l'équipe qui nous reçoit ici, qui nous disait, vous pouvez pas savoir, le simple fait que vous soyez là, qu'on entend vos voix et tout, nous, ça nous déconnecte de nos pressions, etc. Parce que des fois, ils ont des dossiers un peu plus délicats que ce que nous, on est en train de proposer, hein, même si l'art est là. Ils ont des dossiers vraiment sérieux. Et le simple fait qu'on soit présent, qu'ils nous entendent rigoler ou qu'ils entendent nos discussions, ça fait déjà du bien. Donc, c'est vous dire à quel point... Non, mais l'art, ça fait du bien. On est d'accord. Quoi qu'on dise. C'est un médicament et bientôt, ça sera le seul. Donc, je dis ça, je dis rien. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. L'expo, elle est là. Venez la voir. Parlez-en autour de vous. Cliquez, partagez. Enfin, faites tout ce que vous voulez, mais venez. On remercie évidemment cette superbe équipe de techniciens qui a permis de réaliser ce petit moment. On remercie Steve, on remercie Harold, on remercie Claude. Voilà, Claude qui est là, comme ça, qui nous regarde. Et Karine aussi, Karine est là, Aérikif est là. Donc, merci à tous. On se retrouve très prochainement pour d'autres aventures. Prenez soin de vous. À bientôt.